Alors, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de pas trop répéter ce que les autres ont déjà dit. J'espère que ça ira. Alors, pour vous dire un peu qui je suis, donc moi j'ai grandi en Ardèche. Je viens pas du tout d'une famille dans laquelle on s'intéresse à l'art ou aux images, donc je sais pas vraiment comment ça m'est arrivé tout ça. Si ce n'est que depuis que je suis enfant, peut-être que l'intérêt pour le dessin, je sais pas si c'est un intérêt pour le dessin, mais un intérêt pour la bulle, enfin pas la bulle de BD, mais la fuite, on va dire. L'idée de me sentir bien dans l'activité de dessiner comme quelque chose, comme un acte solitaire et comme une façon aussi de me détacher du monde réel. En tout cas, c'est comme ça que c'est arrivé très vite dans ma vie. Et ensuite, j'ai fait l'école des arts décoratifs de Strasbourg, dont je suis sortie en 2011. Donc, Guillaume Dégé a été mon professeur. Et depuis, je fais des livres, essentiellement aux éditions Magnani. Et je travaille aussi pour la presse, ou en tout cas, je fais des commandes. Donc, j'ai un peu cette double activité, avec en effet un temps long sur les projets de livres et les projets d'écriture. Et puis après, un temps très, très court pour les commandes de presse. Comme tout le monde, j'ai une pratique des carnets. Donc Guillaume Dégé aux Arts Déco nous demandait de pratiquer le footing. Chacun voyait un petit peu dans ce mot de footing ce qu'il avait envie d'y voir. Moi, très vite, en fait, le carnet, c'est devenu une sorte de prolongement de ma pensée. Donc, je notais sur le carnet plutôt des mots ou alors des tout petits dessins. C'était pas pour chercher à bien dessiner ou chercher des choses visuelles ou des choses graphiques. C'était vraiment une sorte de piège que je tendais à ma pensée. Enfin, j'avais l'impression que le carnet, c'était l'endroit où je pouvais en fait attraper quelque chose. Et aussi, c'était une façon de canaliser mon cerveau, parce que j'ai l'impression que je dirais pas que je travaille, je dirais que je suis travaillée constamment. Donc, je réfléchis beaucoup. Ça tournoie beaucoup dans ma tête. J'ai beaucoup de mal à dormir. J'ai beaucoup de mal à quand je découvre un sujet ou que quelque chose me passionne, j'arrive pas du tout à rester en profondeur. Donc, je peux très vite partir dans des sortes de grandes thèses ou aller lire beaucoup trop de choses. Et le carnet, j'ai l'impression que dans ce mouvement qui est à l'intérieur de moi, c'est une façon d'attraper des choses et à la fois de les figer, de les conserver, mais aussi peut-être de réussir à les prolonger en dehors de moi. Sans nécessairement savoir pourquoi ces images jaillissent. Voilà, il y a un peu ça. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est comment, alors qu'il y a des choses qu'on a dans la tête qui sont invisibles, qui sont immatérielles, qui sont de l'ordre de la pensée, comment en fait on peut en faire des images, et aussi comment, pour sortir de notre pensée, pour devenir des dessins, les pensées sont obligées de se déguiser ou de se travestir. Je travaille beaucoup sur cette question de l'analogie, mais aussi du coup un peu du masque, comme dans le rêve, où en fait les choses refoulées, ou en tout cas les choses que notre corps garde à l'intérieur apparaissent, mais sont obligées de se déguiser pour quelque part sortir. Et pour moi, le dessin, c'est un peu ça, en fait. C'est une sorte de déguisement, et je n'essaie jamais d'enlever le costume que l'idée prend pour sortir. Au contraire, je travaille sur ce masque-là et sur cette idée-là. Et après, je pense qu'on a beaucoup parlé de comment on fait sortir des idées de soi, comment
Donc je pense qu'il y a cette idée d'un peu aller pêcher quelque chose à l'intérieur de soi, d'aller le chercher volontairement, d'essayer de provoquer ça en tendant des pièges, en capturant des choses dans les carnets, en essayant de se souvenir de tout ce qui nous traverse, de tout ce qui nous anime. Et après, je pense qu'il y a aussi autre chose dans le carnet qui se rapproche peut-être un peu des collections de gravures ou d'images qu'a montré Guillaume Dégé. Chez moi, c'est pas des images ou des gravures, mais il y a l'idée de glaner, je dirais. J'ai un ami j'habite dans la Drôme, donc j'ai des amis à la campagne qui font des métiers de campagne. Donc lui, il fait du glanage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des cerisiers, puis quand ils n'ont pas ramassé toutes leurs cerises, lui, il vient ramasser les cerises qui restent sur l'arbre pour faire de la confiture ou des sirops. Et quand il m'expliquait ça, je me disais, ah oui, mais moi aussi, en fait, c'est un peu ça que je fais une sorte de glanage. Donc j'ai le sentiment, en fait, que les jours s'écoulent, que la vie se fait et que je suis sans cesse, en fait, en train de récolter des choses que j'entends, des choses que j'ai mal entendues, des choses que je vois, des choses que je crois voir. Voilà. Donc, je dirais que le carnet récolte à la fois ce que j'essaie d'aller chercher à l'intérieur de moi et ce que les autres laissent sur leurs arbres et que moi, je viens comme ça cueillir après eux pour en faire de la confiture ou du sirop ou des images. Voilà, donc là, j'ai mis des petits extraits de carnet. Il y a beaucoup dans mes carnets de tout petits dessins comme ça qui sont surtout des associations de formes avec juste l'idée de la robe. Est-ce que la robe peut être un piano? Est-ce qu'elle peut être une cage? Est-ce qu'elle peut faire de la musique? Souvent, je fonctionne un peu comme par liste aussi. Donc un dessin en appelle un autre, en appelle un autre, en appelle un autre. Et dans mes carnets, il y a plein de petites choses comme ça qui, pour le coup, sont pas du glanage, mais presque une culture ou en tout cas quelque chose que je sème, que je plante et que je cueille ou que je ne cueille pas en fonction des essais. Et après, sur l'autre côté, là, on voit des dessins qui sont plus liés à la bande dessinée où j'utilise aussi mon carnet pour avoir une vue un peu globale du livre ou en tout cas me dire je vais déployer ce mouvement-là, de combien de pages je vais avoir à peu près besoin, comment plus ou moins ça va rentrer dans l'espace, mais c'est presque... je fais des dessins très petits, un peu comme des timbres. L'idée, c'est vraiment de mémoriser quelque chose, de le retenir, ou alors d'avoir une visualisation très très rapide de quelque chose que j'arrive pas à voir juste avec mon cerveau. Voilà. Ensuite, donc quand je suis rentrée aux Arts Déco, alors déjà, je pense que j'aurais jamais fait de l'illustration si Guillaume Dégé n'avait pas été notre professeur parce que je n'avais jamais lu de bande dessinée, je détestais ça. Et non, mais voilà. Et donc, du coup, j'osais pas dire. Peut-être j'aimerais. Enfin, moi, j'aimais bien écrire, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien les livres, mais j'aimais pas du tout la bande dessinée, ni spécialement les albums jeunesse. Et donc, si Guillaume Dégé n'avait pas été mon professeur et ne m'avait pas dit, mais si, viens en illustration, je sais pas où je serais allée dans l'école, mais je pense que je n'aurais pas osé parce que j'avais quand même un peu un complexe, quoi. J'arrivais, alors tout le monde connaissait des tonnes de choses, rêvait depuis qu'il était tout petit de devenir auteur de bande dessinée. Et moi, pas du tout. Et je me disais, je prends peut-être la place de quelqu'un qui a vraiment envie de faire ça. Moi, je suis un peu là, comme ça, un peu par défaut. Et très vite, en fait, je me suis dit, je vais essayer de faire les choses un peu à ma manière, puisque je ne sais pas trop comment il faut faire. Je vais essayer de faire de la BD avec mes petits moyens. Alors, ça commence d'abord par des images qui sont des images uniques.
Là, c'est des images que j'avais faites pour la revue, Nyctalope, qui est une revue dont je m'occupais avec Simon Roussin et Mathias Malingré quand on était aux Arts Déco. Voilà. Donc mes images simples, en général, c'est des images qui me viennent comme ça. Il n'y a jamais l'idée qui est là avant l'image, même dans les dessins de presse finalement. C'est-à-dire que je me dis pas je vais essayer d'illustrer ça, comment je pourrais faire pour faire un dessin qui raconterait ça. Je fais un dessin et après je vois ce qu'il me raconte. Voilà, donc ce que j'expliquais tout à l'heure avec ce truc de déguisement, c'est de sentir qu'il y a des choses presque un peu comme dans les rêves. Mes personnages très souvent se coupent en morceaux ou se démembrent ou s'émiettent. C'est quelque chose qui revient tout le temps. J'essaie pas de savoir pourquoi c'est comme ça ou de restaurer le personnage tel qu'il devrait être dans la vraie vie, mais je pars de ça pour inventer mes histoires. Voilà, donc mes premières bandes dessinées, elles sont comme ça. C'est pas vraiment de la bande dessinée, en fait, c'est plutôt un dessin qui bouge jusqu'à raconter une histoire. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et donc voilà, il y a par exemple cette histoire que je dessine, enfin je me questionne sur le mot allumeuse. Donc qu'est-ce qu'est une allumeuse? Est-ce que c'est une femme qui a un briquet ou qui a une allumette et qui va allumer un homme bougie? Et si elle allume un homme bougie, est-ce qu'il va fondre? Et s'il fond, est-ce qu'il va devenir une flaque? Et s'il devient une flaque, est-ce qu'elle va plonger dedans? Voilà, c'est vraiment comme ça que ça se construit. Je me dis pas, je vais essayer de parler du couple ou de je sais pas quoi. Non, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est à un moment, j'allais à Strasbourg, j'avais une amie qui faisait du théâtre d'impro, donc j'allais aussi souvent voir du théâtre d'impro, et je me disais finalement, c'est un peu ma façon à moi de faire de la bande dessinée. Je sais pas du tout ce que je vais raconter, et puis je me laisse surprendre par le dessin. Et voilà. Donc là, c'est pas pour la deuxième image, c'est vraiment pareil. C'est peut-être que cette femme, en se lavant, va s'effacer. Très bien, on va faire ça. Donc elle s'efface. Et puis à la fin, en fait, elle peut pas effacer sa propre main avec son éponge. Donc je fais venir un autre personnage pour finir de l'effacer. Voilà. Souvent, les mots sont là, même si on les voit pas. Ils sont là parce que, par exemple, dans l'allumeuse, c'est souvent le mot en fait qui génère des fois aussi la question ou l'image. Et pour moi, les mots sont là dans le sens où mes dessins, je les vois presque comme des caractères typographiques. Et quand je fais ces bandes dessinées qui n'ont pas de contours ou qui n'ont pas de bulles, pas de cases, j'ai l'impression de chercher presque à faire de la poésie, en tout cas à avoir quelque chose comme si j'écrivais en fait des vers et qu'il fallait qu'il y ait une régularité et que je m'arrête au bout de la ligne comme si j'avais le même nombre de pieds que la phrase d'avant. Enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la phrase, de l'ordre de l'écriture, de l'ordre de la des personnages qui n'ont pas de prénom, qui sont très très peu caractérisés, qui sont presque des lettres et des caractères typos que je veux employer en fait à l'infini dans mes livres. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est un dessin que je fais bouger. Pour ça, je travaille sur du calque. Et un peu comme si je faisais du dessin d'animation, je vais vraiment redécalquer sans cesse mes personnages et les faire bouger petit à petit. Je vais aussi beaucoup les travestir. Parce que ce soit une femme ou un homme, en fait, ils font exactement la même taille, ils ont la même silhouette. C'est juste le vêtement qui fait la différence. Donc, je vais souvent reprendre la position d'un personnage homme et je vais lui mettre une robe et ça va devenir une femme. Je peux aussi
m'amuser avec le calque à redécalquer la même silhouette, mais juste en la prenant de l'autre côté pour avoir la même attitude, mais inversée. Ce qui fait que tout mon livre, à un moment donné, il est comme ça sur des calques. Et que si on regarde mes livres, ils s'écrivent souvent presque sur le livre d'avant. Comme mes personnages sont toujours de la même taille, qui sont toujours les mêmes, je les réemploie énormément et j'aime bien, presque comme si c'était des tampons ou des modules, venir en fait chercher dans le livre d'avant la position qui sera celle dont j'ai besoin pour le livre d'après. Voilà. Et puis c'est intéressant aussi parce que des fois, j'ai dessiné quelque chose pour une situation, puis je vais reprendre la même position, mais pour un geste qui n'est pas vraiment le même, et du coup mon personnage va avoir l'air un peu empoté ou un peu maladroit, parce que en fait j'ai repris un geste de tir à l'arc pour faire tenir un pistolet, et donc en fait il va pas vraiment le tenir correctement. Mais ça m'intéresse aussi, voilà, qui est quelque chose comme ça qui soit pas tout à fait le bon geste. Alors là, je vous ai mis le plateau ardéchois. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance dans cet endroit. Donc, ça s'appelle le plateau, comme un peu un plateau de théâtre aussi. Et je sais pas ce qui apparaît. Voilà. Donc, on pourrait croire que mes personnages sont toujours dans des endroits un peu abstraits. Enfin, soit ils sont sur des fonds blancs, soit s'il y a des fonds, il y a souvent en fait juste un sol et un ciel. Je pense que ça vient de là. En tout cas, je pense que d'avoir grandi dans cet espace en fait tout vide, loin de tout, où il y a juste un sol et un ciel. Quand moi je me retrouve face à ma feuille et que justement je suis hyper saturée par la vie, par le mouvement, par les autres, dans ma tête, en fait, c'est ça que je vois. Enfin, c'est cet endroit que je vois. Et j'ai l'impression que mes livres, soit ils partent du blanc, soit ils partent de là. Donc d'un sol et d'un ciel. Et de cet endroit où j'ai eu l'impression de goûter à une sorte de liberté absolue dans un lieu presque vierge, ou en tout cas un lieu qui est presque un non-lieu, en fait, qui est presque un endroit abstrait ou absolu, ou je ne sais pas comment le nommer. Je vais vous parler maintenant des amours suspendus, parce que, comme je l'expliquais, quand je fais de la bande dessinée, je fais plutôt bouger des personnages que faire de la bande dessinée avec des zooms, des dézooms, avec quelque chose de très élaboré. Déjà, moi, en tant que lectrice, j'ai beaucoup de mal à me dire que quand on lit de la BD, on se déplace. En fait, on s'approche, on s'éloigne, on regarde d'en haut, d'en bas. Je comprends pas, quoi. Pour moi, en fait, on est assis, donc on bouge pas, et finalement, on est un peu comme au théâtre, quoi. On regarde le livre, on n'est pas obligé de se déplacer, on est assis. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que je faisais plus du théâtre que de la bande dessinée, qu'en tout cas, ma façon de faire était peut-être plus proche de celle d'un chorégraphe ou que d'une autrice de bande dessinée. Mais bon, en fait, j'étais en illustration et j'allais pas faire une école de théâtre. Et en plus de ça, enfant, j'avais essayé la danse, mais j'étais pas du tout douée avec mon corps. Et j'aurais bien aimé aussi savoir chanter, mais ça chante toujours très bien dans ma tête, mais quand ça sort, ça fait plus du tout pareil. Et aussi, faire du théâtre, ça aurait voulu dire travailler avec d'autres gens, et ça, je sais pas trop faire non plus.
Et, et voilà, donc je me suis dit peut-être qu'en fait, ma façon de faire de la bande dessinée, ce serait une sorte de façon pour moi de faire du théâtre, mais sans en faire. Et du coup, sans devoir me frotter à mes difficultés. Une façon de faire des spectacles sans devoir travailler avec d'autres gens, sans devoir, voilà quoi, Et, et avec les amours suspendus, j'ai vraiment essayé, parce que ce qui est embêtant dans le livre, par contre, c'est qu'il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de son. Et c'est dommage. Et, et du coup, avec les amours suspendus, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de faire une sorte de comédie musicale et que j'avais envie que mes personnages dansent et peut-être aussi chantent. Parce que, quitte à faire du théâtre sur papier et du théâtre avec du dessin, il fallait aussi quand même que le dessin ait un sens. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que le dessin peut aller au-delà des possibilités du corps. Si mes personnages tombent, ils peuvent se casser. Si on leur souffle dessus, ils peuvent partir en bulles. Si on les caresse, ils peuvent s'effacer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec le vrai corps. Et c'est là que le dessin prend le relais et que faire du théâtre de papier devient peut-être quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc c'est un peu comme ça c'est un peu à cet endroit-là que je me situe. Et c'est un peu comme ça que je vois mes personnages. Ils dansent, mais à un moment, parce que ce ne sont pas des vrais humains, mais des personnages, il peut leur arriver des choses qui n'auraient pas été possibles dans la vraie vie. Et ça, voilà. Et c'est ça qui donne du sens au livre, à l'objet livre et voilà. Après, j'étais très, très, très embêtée par la question du texte. J'étais très embêtée par la question du texte parce que j'avais l'impression que si mes personnages se mettaient à parler, tout d'un coup, ils allaient être trop réels. Ça allait plus être des pantins, ça allait plus être des silhouettes, ça allait plus être des écrans, ça allait plus être des abstractions. S'ils se mettaient à converser, alors ça allait devenir des humains, ou en tout cas c'est comme si j'allais vouloir à nouveau dessiner la vraie vie, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Et je me suis dit, si mes personnages parlent, en fait je pense qu'il faut qu'ils chantent. Parce que ce qui m'intéresse dans la comédie musicale, c'est le moment où un personnage chante. J'aime pas trop les comédies musicales en soi, mais le moment où le personnage chante, en fait, c'est comme s'il disait tout haut ce que normalement on garde en soi. Et c'est un moment que je trouve intéressant parce que c'est le moment où le personnage se retrousse, c'est le moment où il montre ce qu'il a à l'intérieur de lui, et c'est le moment où il devient aussi impudique, et où on sort en fait de la conversation ou de la parole, on part ailleurs. Donc voilà. Donc avec les amours suspendus, c'est la première fois que mes personnages parlent, et c'est aussi du coup la première fois que mes personnages chantent, et c'est quelque chose qui va être important pour moi, ce passage au parlant. Dans le sens où je vais pouvoir déployer des histoires qui vont être un peu plus longues, etc. Et aussi, je vais pouvoir faire cohabiter le dessin et l'écriture, ce que je n'arrivais absolument pas à faire. Et c'est... Je sais pas trop comment le dire, mais je trouve ça... Jusqu'à présent, je m'étais jamais... je pensais que si je faisais des bulles et tout ça dans mes BD, c'était pour faire parler des gens. Et
Et là, en fait, cette idée de faire parler du dessin, et que ce soit du dessin qui parle en tant que dessin, ou que ce soit des personnages qui parlent en tant que personnages et pas en tant qu'humains qui seraient dessinés comme personnages. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais voilà. Moi, en tout cas, ça m'a ouvert un nouveau champ. Et au même moment, j'ai été contactée par le Théâtre Gérard Philipe à Paris pour travailler avec un chorégraphe qui s'appelle Thierry Tuonyang. Donc l'idée, c'était que j'observe des ateliers de danse qui étaient donnés à un public qui mélangeait en fait des étudiants en école de danse et des amateurs, enfin des enfants qui avaient jamais dansé, et des femmes qui venaient d'arriver en France, qui parlaient pas encore le français et qui du coup allaient faire ces ateliers avec ce chorégraphe. Moi, j'étais là pour observer et pour essayer de faire un projet avec tout ça. Au début, j'étais très très intimidée, j'avais hyper peur parce que les gens avaient envie que je les dessine, ils avaient envie de se reconnaître, ils avaient envie que ce soit un projet documentaire. Moi, c'est pas du tout comme ça c'est pas du tout mon rapport au dessin. Je me disais comment je vais faire pour pas les décevoir, comment je vais faire pour m'emparer de cette chose-là. Donc j'ai jamais dessiné pendant les ateliers, j'ai juste regardé, un peu participé aussi, puisque comme c'était que des gens qui savaient pas danser et moi non plus je savais pas danser, donc ça allait. Et en fait je me suis rendu compte qu'avec ce chorégraphe on travaillait pareil. Enfin, il racontait en fait, par exemple, il créait une sorte de grande toile d'araignée dans l'espace, et c'était cette image qui allait générer des mouvements, puis ensuite il a enlevé la toile, et il fallait qu'on la voie encore juste par le geste. Et enfin, c'était que des choses comme ça. Et il parlait aussi, c'était intéressant, des gestes comme d'une écriture. Et comme, en fait, il demandait aux enfants de danser, et par moments, il arrêtait le geste, et il leur demandait de s'arrêter sur un geste qui serait une majuscule, un geste qui serait une question, un geste qui serait une virgule, et comment en fait on montre le mouvement qui va être celui qui précède ou celui qui suit en étant arrêté. Et moi, en fait, c'était exactement ce que je faisais, parce que quand on doit raconter un geste, mais qu'on travaille qu'avec des figurines qui sont figées, en fait, quelque part, on doit choisir le moment juste où on comprend ce que le personnage va faire sans qu'il le fasse, où on comprend l'intention, et donc on choisit en fait un moment précis et un geste précis. Et là, c'était exactement ça. Sauf qu'il y avait une différence majeure, c'est que le chorégraphe n'était pas tout seul. Donc, quand il demandait aux danseurs de faire des choses, les danseurs, des fois, ils n'avaient pas envie, ou des fois, ils comprenaient mal. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fascinant, quoi. Moi, mes personnages, ils m'obéissent. Enfin, ils sont hyper dociles, c'est le prolongement de moi, ils font tout ce que je veux, et jamais personne pour me tenir tête, pour être indiscipliné. Et là, j'ai vu tout ce que je loupais, en fait. Tout ce que le dessin pouvait me permettre en plus, et puis aussi tout ce que le fait de dessiner m'enlevait. Voilà. Donc ça a été le point de départ de ce livre qui s'appelle Les faux pas. J'ai adoré. En fait, il y a eu un atelier où il y avait un enfant qui n'avait pas du tout envie de faire les ateliers de danse, vraiment pas du tout. Et donc je sais plus quelle était la consigne, mais il s'est mis au milieu et il a mis sa capuche. Et là, en fait, Thierry, le chorégraphe, a dit c'est magnifique que tout le monde mette sa capuche. Enfin, donc tout le monde en fait est devenu l'enfant qui n'avait pas envie de participer. Et il avait une très très grande capacité en fait à faire de la personne qui s'échappe de l'atelier le centre de son intérêt. Et finalement, dans le spectacle, à la fin, il y avait des choses qui ont été gardées et qui venaient d'enfants qui avaient été trouvés grâce à des enfants qui n'avaient pas envie de danser. Et j'ai trouvé ça très intéressant.
Donc dans ce livre, Les Faux Pas, je convoque des personnages qui sont des personnages de mes autres livres et je leur parle. Je leur donne des consignes et des fois, ils m'obéissent pas. Ou alors, ils font des bêtises, comme là où ils renversent l'encre, parce qu'ils font des pauses aussi, enfin, ils ont besoin de faire des pauses. Et donc, il y a une pause dans le livre et un personnage renverse l'encrier. Et au lieu de le gronder, au lieu de lui dire « Attends, là, c'est en train de faire déraper mon histoire, donc on va vite fait passer la serpillière », voilà, je décide que puisqu'il y a de l'encre au sol, les personnages vont se rouler dans l'encre jusqu'à devenir des silhouettes. Et finalement, dans ce livre-là, chaque maladresse, chaque erreur devient le moteur de la narration et conduit les personnages à inventer de nouveaux tableaux, de nouvelles images, de nouvelles scènes, comme l'a fait le chorégraphe dans son spectacle. Ce qui m'a conduit avec mon dernier livre, La Maison Nue, à avoir envie, pour une fois, de ne pas travailler avec simplement mon imagination ou des captures d'écran, mais de convoquer en fait des danseurs et d'essayer, avant même que l'histoire soit écrite, d'inventer des choses, enfin en tout cas d'inviter des gens dans mon processus. Donc j'ai invité 2 danseurs que j'ai rencontrés pendant le projet au théâtre Gérard Philippe. Il se trouve que mon copain dresse des chevaux et que chez nous on a une carrière. Donc c'est un grand rectangle de sable comme ça, là, on en voit un morceau. Et c'est très très beau parce qu'on dirait presque une feuille posée dans le paysage. Et que quand on est dans cet endroit, on est presque un peu déjà comme dans mes livres. En tout cas, il y a un côté un peu papier Munken, quoi, posé dans la nature. Et j'avais le fantasme quand même un peu de me dire « j'ai trop envie de faire venir des danseurs et puis les emmener dans le sable et qu'on danse à cet endroit, qu'il y ait des choses qu'on invente des choses à cet endroit-là ». Et donc, dans La Maison Nue, l'histoire était assez simple, à savoir que je savais que je voulais faire cohabiter 3 personnages dans une maison et que je voulais qu'à la fin du livre, la maison soit cassée. Et voilà, c'est tout. Donc un peu comme une enfant qui joue, qui construit son décor, qui joue avec ses petits personnages et à la fin, le jeu, de toute façon, finit toujours par être cassé pour être rangé. J'avais juste ça en tête, cette idée-là. Et j'ai fait venir donc 2 danseurs et puis il y a mon copain aussi qui danse pas mais qui s'est prêté au jeu parce que bon quand même je suis un peu timide et que déjà faire venir 2 personnes que je connais pas trop c'était déjà beaucoup. Et voilà, donc je leur ai parlé de cette histoire de maison, je leur ai montré des croquis, des dessins et ils sont devenus la maison, ils ont essayé de faire des constructions. C'est comme ça aussi que je me suis dit qu'à l'intérieur de mon histoire, j'allais avoir des personnages qui sont les personnages de l'histoire, qui allaient être habillés normalement, et qui allaient avoir leur double, qui allaient être habillés avec des grandes robes, avec des briques, et qui allait de temps en temps, comme ça, j'allais faire une sorte de presque de tressage avec ces personnages qui viennent de temps en temps danser la maison, réellement, en fait, faire une construction à 3. Voilà, bon, après, il faisait un peu froid, enfin, ils m'ont dit qu'ils avaient froid aux pieds, tout ça, donc on est allé dans le salon. C'est moins beau, mais... Mais bon, comme c'est pas des personnages et qu'ils ont des sensations, j'ai essayé d'écouter. Je les ai pas contraints à rester pieds nus dans le sable. Voilà, donc on a inventé des choses. Ils m'ont dit ah oui, on pourrait peut-être, si on est une maison, si on est de la brique, on pourrait se cimenter les uns aux autres. J'étais là, très bien, cimentez-vous. Donc
Moi, je filmais et puis en même temps, je me disais, ce qui est génial, c'est qu'avec le dessin, au moment où ils vont à nouveau se reséparer, je vais pouvoir inventer des cassures entre les corps qui sont pas... Enfin, je vais pouvoir redessiner, enfin réinventer des contours à mes personnages et du coup, ça pourra être quelque chose d'intéressant. Enfin voilà, on a vraiment cherché ensemble à danser la maison, à jouer la maison et voilà, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe, enfin qu'est-ce qui peut se passer sur une maison. Donc il y a un des danseurs qui m'a dit ah oui, il peut y avoir du lierre. On a réfléchi aussi à comment s'extirper d'un lierre qui aurait grimpé sur une maison personnage. On a beaucoup travaillé autour de la brique. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que à la fois j'avais 3 corps et en même temps, donc j'avais tracé une ligne au sol parce que moi, mes personnages, il n'y a jamais trop de perspective, donc je leur disais, il faut vraiment que vous soyez un peu comme des dessins. Donc si vous vous déplacez, c'est un peu en 2D. Si vous tombez, c'est plutôt sur le côté, pas trop en avant ou en arrière. Sinon, il y aura des raccourcis, je vais pas trop réussir à dessiner. Et donc, pour eux, c'était rigolo parce qu'ils dansaient en sachant que ça allait pas être de la danse à la fin, qu'ils allaient juste redevenir des dessins. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que ça n'allait pas rester 3 personnages. Donc, par exemple, si Gaïa inventait un geste pour une situation, mais que Augustin inventait aussi un autre geste, en fait, j'allais les faire fusionner. J'allais prendre un petit bout une petite trouvaille de cette personne que j'allais mêler à une petite trouvaille de l'autre personne, et en fait, ça allait être le même corps dans mon livre qui allait réunir les idées de 2 autres corps. Donc ça, c'était intéressant aussi de pas être dans une approche documentaire où comme il y a 3 corps, ben voilà, ça va être les 3 corps du livre. Non, il y a 3 corps, donc parfois c'est les 3 corps du livre, notamment quand c'est des constructions où j'ai vraiment besoin de 3 personnages. Mais parfois dans le livre, il va y avoir un seul personnage qui danse, et en fait, ça va être la combinaison de gestes trouvés par 3 personnes. Voilà, donc ça c'était intéressant aussi, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très très une sorte d'obsession chez moi. Je sais pas si on va peut-être pas parler de pathologie quand même, mais en tout cas mes personnages en fait n'ont pas vraiment de contours, ne font que se déverser les uns dans les autres et ont une forme de porosité. À la fois, j'ai l'impression que mes personnages ne sont pas des humains, mais presque des idées, que c'est presque souvent 3 fois moi, et d'un autre côté, j'ai vraiment le sentiment que même dans la vie, quand je vis quelque chose avec quelqu'un, j'ai l'impression que ça dépose quelque chose en moi. Enfin, je me sens très, très, très poreuse. Aussi, j'ai un gros problème de beaucoup trop d'empathie. Donc, quand il arrive quelque chose à des gens, en fait, j'ai l'impression que ça m'arrive. Et c'est très embêtant parce que quelqu'un que je connais pas, puis qui me raconte une histoire ou qui est en train de vivre quelque chose de tragique, en fait, il faut savoir que moi, pendant peut-être 3 mois, je vais avoir du mal à me défaire de ça, et puis je vais genre pas dormir parce que j'ai l'impression que je suis cette personne à qui il est arrivé le truc hyper grave. Et mon copain, lui, a vachement plus de contours, on va dire. Et donc je vois une différence. Enfin, je vois qu'il y a un truc qui est pas pareil, quoi. Et donc dans mes personnages, il y a vraiment cette chose-là. C'est pas qu'ils ont pas de limite, mais ils ne cessent en fait de déteindre les uns sur les autres, de prendre des morceaux des uns aux autres, d'en faire quelque chose, de le rendre, d'être transformé par le contact à l'autre. Enfin voilà, il y a cette chose-là.
Et avec ces personnages, cette façon de faire avec les danseurs et de voir qu'en fait, pour eux, c'était pas évident. Quand je disais, ce geste-là, en fait, tu vas le prêter à l'autre, et puis on va dire que c'est l'autre qui l'a. Vous allez à la fin être qu'un seul corps. En fait, pour eux, c'était un peu bizarre de se dire qu'ils allaient être qu'un seul corps, alors que non, ils sont 3. Alors que pour moi, ça me paraissait finalement un truc tout à fait, logique, quoi. Peut-être que quand même je parle un peu de ma technique. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, mais c'est bon, voilà. Bon, je vais parler un peu de ma technique. Je pensais pas qu'il y avait ça qui venait juste après. Alors c'est très compliqué d'expliquer comment je travaille, mais en gros, pour le faire simple, donc j'ai l'étape des calques, où là l'idée c'est d'inventer l'histoire, de faire bouger les personnages et aussi de les placer dans la page. De créer cette sorte de versification, ces phrases, etc., dont je parlais. Et après, il y a l'étape de la couleur, où là, je me suis inventé ma petite cuisine. Donc, en fait, j'imprime des couleurs sur du plastique. Et comme l'encre ne sèche pas, je reporte l'encre sur une feuille. Ce qui fait que j'obtiens en fait juste des traces. Le contour disparaît. Et ensuite, il y a une autre étape où je refais le contour et où je trame et où voilà, je reviens avec mon rotring redessiner le contour que j'ai perdu dans l'étape de la couleur. Alors, c'est vrai que c'est compliqué c'est bizarre. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Je pense, en ayant parlé, en ayant essayé de comprendre, que dans cette idée de traces, il y a quelque chose en fait de comment le dire, en fait pour moi le livre ce serait presque le souvenir d'un jeu ou le souvenir d'une histoire que je me serais inventée moi-même avec mes petits personnages dans mon petit monde intérieur, quoi. Et en fait, c'est comme si ma façon de faire de la couleur, c'était une façon de garder la trace, le fantôme, en fait, et de garder un souvenir de quelque chose qui aurait été vivant, qui aurait vraiment bougé et qui serait de l'ordre du jeu. Parce que, je sais pas, je suis très attachée à... C'est peut-être une sorte d'angoisse de mort, hein. Je sais pas si c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, je fais beaucoup de photos. J'aime pas trop que les choses disparaissent. Et quand je fais des livres, j'ai l'impression que je suis un peu comme une enfant qui joue, mais ça m'embête que le jeu disparaisse. Ça m'embête de pas pouvoir garder le souvenir, la trace, de pas pouvoir montrer à d'autres ce à quoi j'ai joué. Et je pense que dans cette idée de la couleur, de cette idée de trace, je pense qu'il y a quelque chose qui se raconte, qui est de cet ordre-là. Et après aussi, c'est assez... Quand on fait de la bande dessinée, qu'on travaille pendant 4 ans sur un livre, et que par exemple on a trouvé un super bleu pour le chemisier d'un personnage, en fait retrouver la même couleur si on travaille avec de la peinture ou de l'aquarelle, c'est pas forcément évident. Et là, comme je passe par une colorisation numérique avant de retransformer le numérique en quelque chose d'artisanal, mes couleurs en fait elles sont enregistrées sur Photoshop. Donc il y a quelque chose aussi qui fait que mes personnages, mes formes et mes couleurs, je peux les retrouver facilement. Je peux réemployer des silhouettes que j'ai utilisées pour un autre livre, comme si ça devenait presque une matrice, ou en tout cas il y a quelque chose de l'ordre du tampon aussi, de l'alphabet. Et après, donc, une fois que j'ai la couleur, je passe énormément de temps à faire des petits traits, des petites trames. Alors ça, c'est un autre rapport au dessin. Là, c'est pas du tout le dessin comme langage c'est vraiment névrotique. Hein. Pour le coup, c'est comme de la méditation. J'ai besoin dans ma semaine d'avoir un moment où j'ai fait des petits traits
Des fois, d'ailleurs, c'est beaucoup mieux sans la trame, mais en fait, je peux pas m'empêcher, quoi. Je fais une trame juste pour... Et c'est ce qu'on disait aussi hier, c'est d'être à son bureau, de travailler. Au début, je pense qu'il y avait quelque chose de... En fait, c'est rassurant d'avoir rempli une page. Et dans l'idée de faire des petits traits, quand on a, je sais pas, son copain qui part travailler, qui le soir a gagné de l'argent et a réellement fait quelque chose, et que nous, on était juste là, oui, moi, je suis partie me promener, j'ai vachement pensé... c'est pas hyper facile de justifier qu'on n'a pas fait la vaisselle, qu'on n'a pas fait les courses, qu'on a oublié de voir qu'il y avait d'autres choses à faire. Et le petit trait, en fait, ça se voit. Non, mais c'est vrai, on peut dire, moi, regarde, quand t'es parti, il y avait rien, et tu reviens, c'est rempli. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Et ça donne aussi du temps, en fait, pour écouter des émissions de radio, pour écouter... Enfin, j'écoute beaucoup de films, je vois pas les images, mais je les écoute. Et c'est des choses, en fait, c'est un peu dur à assumer dans la vie, de se dire, je me prends 1 mois pour écouter la radio, ou pour écouter des livres audio. Alors que comme il y a des petits traits à faire... quelque part, en fait, c'est logique. Voilà, donc c'est pour ça que je fais beaucoup de petits traits, même si je commence à avoir un problème au canal carpien. Et soit je vais devoir apprendre à les faire de la main gauche, soit il faudra que j'arrive à assumer que je travaille, même si ça se voit pas. Voilà, j'avais envie de finir aussi sur comme ça m'intimide beaucoup le théâtre, et puis là la Maison de la Poésie à Paris m'a proposé de faire une lecture, une sorte de comment on dit une lecture dessinée, et j'ai un peu un problème avec ça. C'est un peu comme avec la bande dessinée. C'est pas que j'aime pas les concerts dessinés ou les choses comme ça, mais en fait j'ai l'impression tout le temps que c'est pour... il y a de la musique, ou il y a des lectures, et puis il y a un peu un truc de décoration, j'aime pas trop, en fait, montrer le dessin en train de se faire. Je sais pas, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Et au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, attends, dessiner sur scène, je me le sens pas du tout, ce truc-là. Et il se trouve que Loïc, que vous voyez à l'écran, qui est un ami de très longue date. On se connaît depuis qu'on a 15 ans. Et il est comédien. Et il est venu dîner à la maison, et il m'a dit, mais ma petite Marion, mais on va faire un truc ensemble. Moi, je vais t'aider et tout. La Maison de la Poésie, c'est génial. Il faut savoir que Loïc, il est pas très fiable. Mais comme je le connais bien, je sais qu'il est pas très fiable. Donc finalement, en fait, c'était presque plus rassurant que de travailler avec un comédien que je connaîtrais pas, puisque je le connais par cœur. Je sais qu'il boit beaucoup, donc il n'y avait pas de surprise. Je savais finalement hyper bien le canaliser, quoi. Enfin, je savais que si je l'invitais, qu'il allait avoir un bon poulet le midi et tout ça, il allait venir, que je savais bien m'y prendre avec lui. Et voilà. Et donc, du coup, on avait 1 mois pour inventer quelque chose. Et en fait, c'était génial parce qu'on est parti de mes dessins. Et on s'est dit comment ne pas dessiner sur scène, mais comment, en fait, comment utiliser les dessins pour que nous devenions les personnages de mes livres. Donc on s'est amusé, on s'est peint les mains de couleurs, on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de scénographie, donc on a pris le petit train de mon fils pour refaire une image. On a trouvé des très belles fesses à Emmaüs.
Voilà. Et du coup, on a inventé ce format-là. Et en fait, c'était très intéressant parce que c'était chouette aussi de faire exister les textes autrement. Parce que quand c'est dans des livres, le texte est du dessin. Enfin, il n'a pas de... Enfin, c'est... Il n'y a pas de voix, quoi. Et, et comme je passe beaucoup de temps à écouter la radio, en fait, j'adore les voix, quoi. Et c'est un truc qui me manque énormément. Et Loïc, en plus, a une super voix. Et du coup, de l'entendre lire mes textes, c'était génial. Et il est aussi assez stoïque dans sa façon de bouger. Enfin, en fait, c'est vraiment un personnage à moi, quoi. C'était un hasard, mais quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit, mais enfin, il faut qu'on continue. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va continuer, mais c'était pour montrer aussi que c'est intéressant de peut-être pas se limiter à la bande dessinée, de voir comment il y a des prolongements ailleurs, comment après, le fait d'être passé sur scène, ça va peut-être redevenir du dessin, ou peut-être n'être plus que du texte, ou voilà, je sais pas comment tout ça va continuer, mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à inventer cette forme-là, et on va le rejouer de temps en temps, même si je reste quand même très sauvage et très timide, et que j'aime pas trop partir aussi souvent de chez moi pour aller faire des trucs sur scène. Voilà, même si c'est avec mon copain Loïc, je suis pas sûre. Enfin, je pense que j'ai envie de continuer la mise en scène et tout ça. Après, moi, d'être sur scène, je sais pas. Mais c'était en tout cas intéressant de devenir son personnage le temps de ce spectacle qui s'appelle Des gens dans les gens et qui questionne justement à travers tous mes livres la porosité entre les corps et ce qu'on dépose dans les autres et ce que les autres déposent en nous. Voilà. Je pense que c'est à peu près fini. Je peux juste vous dire que, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, aujourd'hui sort ce petit livre. Ah oui, tu peux le projeter. On le voit pas très bien, mais ça s'appelle Fonds perdus. Et c'est un entretien qu'on a fait avec un ami qui a habité à la maison pendant les confinements. Et voilà, dans lequel je parle de mon travail. Je parle de tout ça un peu, en approfondissant un peu plus. Et voilà, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire aussi pour les étudiants. Enfin, très souvent, quand on fait de l'image et qu'on est interviewé par des journalistes, je veux pas dire que tous les journalistes de BD sont mauvais, mais très souvent, c'est un peu limité, quoi. Enfin, on se dit, bah, comme elle dessine, c'est qu'elle doit peut-être pas trop réfléchir, ou il y a un peu un truc comme ça. Et c'est frustrant. Et moi, quand j'étais étudiante à Strasbourg, je trouvais ça super intéressant d'écouter comment les gens fabriquent leurs livres, pas forcément les dessinateurs, mais je passe beaucoup de temps à écouter à la radio des autrices, des metteurs en scène. C'est quelque chose qui me semble important de partager, donc j'avais envie pour une fois de pouvoir le faire en prenant le temps de le faire bien et pas en répondant à des questions qui, voilà, parfois sont un peu réductrices. Merci. Tu as entièrement raison de souligner que les dessinateurs, dessinatrices réfléchissent. C'est important de le rappeler. Est-ce que, parmi vous, des réactions, des questions ? Non ? Oui ? Une ? Tiens, ça alors, Guillaume Dégé. Excuse-moi, mais tu as dit un truc qui est d'association d'idées en association d'idées. Je trouve très étonnant et intéressant que tu parles de tes livres comme des théâtres de la mémoire en quelque sorte. Mais l'association mémoire et théâtre, ça fait donc des théâtres de la mémoire, donc c'est une espèce de procédé mnémotechnique pour retenir un discours long. Et je pense que tu l'as dit de façon extrêmement claire. Donc entre voilà, c'est tout. Est-ce que tu as déjà regardé des choses sur le théâtre de la mémoire ou
écouter des... je pense que ça pourrait... Excuse-moi. Non, merci professeur Guillaume Dégé. J'ai pas fait exprès. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, émotions? Ouais. Je peux me tromper, mais quand je regarde vos travaux, j'ai le sentiment d'influence un peu surréaliste, réalisme magique. Est-ce que c'était le choix conscient ou bien c'est juste venu comme ça? Parce que c'est juste pour expliquer, vous placez les gens dans un endroit, comme vous avez dit, un peu abstrait. Oui, l'espace abstrait. Et après, les idées vraiment drôles et magiques des fois. Merci. Je pense que c'est à la fois... en tout cas, c'est mon usage du dessin. Je ne suis pas dans un dessin qui veut documenter ou représenter le monde réel. Je suis vraiment dans un dessin qui veut plutôt trouver une forme à la pensée. Donc en ça se rapproche quand même du surréalisme. Et enfin voilà, en tout cas, pour moi, c'est une façon d'incarner l'inconscient, ou en tout cas quelque chose qui est beaucoup puisé aussi dans le rêve, dans l'analogie. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand... j'ai pas trop parlé de ça, mais c'est le pouvoir du dessin, en fait, à faire se rencontrer des choses opposées. Et pour moi, dans les métaphores ou dans les choses que j'emploie, pour moi, un bon dessin, c'est un dessin qui dit une chose et qui dit aussi son contraire. Là, j'ai pas. Mais par exemple, dans le recueil que j'ai fait sur la parentalité qui s'appelle Les Petits, il va y avoir un énorme bébé qui dort entre ses deux parents. Et pour moi, à la fois, ça dit l'amour démesuré et ça dit aussi la muraille entre les parents, l'encombrement. Et je trouve que le dessin a ce pouvoir-là, en fait, souvent de créer. En fait, c'est comme s'il y avait deux images. Et souvent, je les fais se rencontrer et je trouve le chevron en fait manquant entre deux choses qui normalement sont antagonistes et qui, par le dessin, par la fusion de deux formes ou de deux idées, viennent en fait créer donner une forme en fait à des choses qui sont contraires. C'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Même dans mes titres, la tendresse des pierres, les pierres, c'est pas tendre. Les amours suspendus, il y a toujours cette idée, même la maison nue. La maison, normalement, c'est l'habit, c'est pas le corps. Toujours cette volonté de faire fusionner des choses qui normalement n'ont rien à faire ensemble. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Ouais. Bonjour. J'ai juste, comme on a parlé de l'enfant, la présence de l'enfant, j'ai remarqué dans les livres petits, il y avait le rôle de l'enfant, ça m'a paru très important. Et dans le prochain livre aussi, je ne sais pas s'il y avait... Il y a un sujet important, l'importance au sujet de l'enfant et le bébé. Alors, il n'y avait pas d'enfant dans mes livres avant que j'ai un enfant, parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Comme j'ai un enfant et qu'il fait partie de ma vie, en fait, il apparaît dans mes images. Enfin, l'enfant apparaît dans mes images. Après, pour moi, l'enfant, c'est aussi la page blanche. Enfin, c'est aussi le fond blanc. C'est quelque chose... moi, ça me fascine. Ça me fascine que un enfant soit autant de poésie.
parce que j'ai l'impression que plus mon enfant grandit et plus il connaît le monde et moins il est poète. Et ça, c'est quelque chose qui me terrifie parce que je me dis comment l'aider à grandir, mais sans trop l'encombrer par des choses qui sont la réalité. Enfin, je sais pas, c'est difficile à dire, mais là, c'est génial en fait d'avoir un enfant à qui avec qui on peut converser et qui a un pouvoir en fait d'imagination et un rapport aussi au langage, à tout le temps questionner les mots, à entendre des mots dans les mots, à déformer certains mots pour en faire d'autres. Enfin, c'est incroyable. Et depuis que j'ai un enfant, je dois dire que c'est pas que je l'utilise, hein, mais bon, on parlait de comment avoir des idées devant sa feuille et tout ça. C'est vrai qu'au début, je me disais « Oh là là, j'ai un enfant le mercredi, les soirs et tout ça, je vais plus pouvoir travailler. Comment je vais me réorganiser ?» Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que quand j'étais avec mon enfant, en fait, je travaillais énormément. Peut-être plus que quand je suis toute seule parce qu'en fait... il est bien plus doué que moi. Enfin, il arrive à générer en fait du merveilleux constamment. Et c'est voilà. Donc l'enfant apparaît parce que j'en ai un, et je pense que l'enfant quelque part c'est aussi ce que j'aimerais rester, ou en tout cas c'est ce vers quoi je tends. Enfin, souvent j'aime bien, en même temps que j'apprends des choses à mon enfant, lui il me désapprend des choses que j'avais apprises, et j'ai l'impression qu'on fait presque une sorte de chemin contraire ou peut-être peut-être que la quête, ou que peut-être que vieillir ce serait de redevenir un enfant quelque part, je sais pas. Merci beaucoup, un personnage de plus. Merci beaucoup Marion. On peut applaudir à nouveau.